Bonjour mes petites anguilles, comment elles vont? Paix, bonheur, santé. Dites-moi, vous ne trouvez pas que Macron il fait un petit peu ce qu'il veut en France? Oui, peut-être. Alors en vrai, c'est un peu normal. Enfin un peu normal quand on sait comment le système a été construit et comment il a été rénové après. À l'étranger, les juristes et les journalistes disent de la France que c'est le seul pays qui élit son roi pour 5 ans. Et ça se comprend un petit peu au regard de la personnalisation du pouvoir. Mais on s'inquiète pas. Ce mood de la personnalisation du pouvoir, c'est pas que chez nous. Alors à l'origine, avec toutes ces histoires de 49.3, tout ça, je voulais parler du système législatif en France. Puis je me suis dit, mais avant ça, faudrait pas expliquer pourquoi est-ce que le gouvernement est si puissant en France. Et après je me suis dit, mais est-ce qu'on parlerait pas de la présidentialisation du régime? Alors première chose, vous croyez que je vous vois pas là, à regarder les vidéos, à pas partager, à pas s'abonner? Il est où le partage là, hein? Plus sérieusement, avant de commencer vraiment sur la présidentialisation du régime, on va résumer grossièrement l'État en 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, celui qui fait la loi, établissant les règles et normes qui vont devoir être mises en application sur le territoire de l'État. Il est généralement exercé par le Parlement ou une assemblée législative. Le pouvoir exécutif, chargé de mettre en œuvre les lois, de les mettre en application, mais aussi la gestion quotidienne de l'État, la prise de décision politique et la mise en œuvre de la politique publique. Il est très souvent exercé par un gouvernement ou par ses agences. Enfin, le pouvoir judiciaire qui vient notamment résoudre les conflits au regard de la loi. Actuellement, nous sommes dans la 5e République, issue de la Constitution du 4 octobre 1958. Alors, il faut voir quand même qu'elle a beaucoup évolué par rapport à l'esprit initial dans lequel elle avait été prise. Mais on va quand même se concentrer vite fait sur 2 points. C'est que, premièrement, il fallait un chef d'État fort, à l'image de ce que voulait De Gaulle, notamment pour sortir du conflit avec l'Algérie. Bon, ça, on va dire que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder l'hôpital. Mais avant ça, la France était dans une situation d'instabilité politique à cause des institutions, et donc la 5e République venait aussi pour rééquilibrer un peu les rapports de force entre le Parlement et le gouvernement. Au vu du contexte actuel, ça peut vous paraître fou, mais durant la 3e et 4e République, c'était clairement le Parlement qui avait l'ascendant sur le gouvernement. L'exécutif était même dépendant de ce Parlement, qui contrôlait l'investiture, les actions menées, et ne se gênait pas pour dissoudre le gouvernement. Du coup, durant la 4e République, le régime est marqué par une très forte instabilité en termes de gouvernement, de ministres et de présidents. Pour vous donner une idée, la 4e République, c'est 12 ans, c'est 22 gouvernements, ça fait une moyenne de 7 mois par gouvernement. Imaginez que 7 mois d'Elisabeth Borne. Mais enfin, du coup, dans la 4e République, on a un Parlement qui cumule le pouvoir et de faire les lois et de les mettre en application. Pas mal pour la séparation des pouvoirs, hein. Alors vous me demanderez, mais du coup, il faisait quoi le gouvernement? Bah, pas grand-chose. Et c'est aussi ce qui a rendu la 5e République nécessaire. Dans la Constitution de 1958, elle vient redonner du pouvoir à l'exécutif. Le Premier ministre redevient un vrai chef de l'exécutif et le président devient un chef d'État fort. Au début, il est élu au suffrage universel indirect, par quelques 8000 grands électeurs, en comptant les territoires d'outre-mer. Alors, qu'est-ce que c'est les grands électeurs? Bon, c'est pas des électeurs qui sont plus grands que la moyenne. Merci. C'est juste des sénateurs, des députés, des conseillers généraux, des membres d'assemblée, des territoires d'outre-mer ou des représentants de conseils municipaux. Donc au commencement, ces fonctions étaient principalement symboliques et protocolaires, à savoir représenter la France à l'étranger et présider quelques cérémonies officielles. Mais il avait tout de même quelques compétences souvent attribuées au chef d'État en matière de politique étrangère et de défense. La nouveauté, c'est surtout de mettre le président en tant qu'arbitre de la Constitution, au-dessus des partis politiques et de leurs querelles, et veillant à la bonne application de la Constitution et notamment des principes de séparation du pouvoir. Donc Michel Debré, qui est plus ou moins à l'origine de la rédaction du texte et qui travaillait un petit peu pour De Gaulle, voyez dans le président la clé de voûte du système, expression d'ailleurs qui sera reprise par De Gaulle dans certains de ses discours. Un événement va tout faire basculer, c'est l'attentat du Petit Clamart, le 22 août 1962. Un groupe d'OAS, organisation armée secrète, a tenté d'assassiner le président De Gaulle en faisant exploser une voiture piégée sur sa route. Heureusement pour lui, mais malheureusement pour notre système, De Gaulle s'en sort. Et il en ressort avec des ambitions. Donc je vous la fais courte, De Gaulle veut un président fort. Lui, il se sentait légitime, mais l'attentat lui a rappelé qu'il ne serait pas éternel. Il souhaite donc, pour offrir autant de légitimité au prochain président que lui-même disposait naturellement de par sa prestance, son charisme et son grand pif, transformer le mode d'élection en un suffrage universel direct. Et c'est le système sur lequel nous sommes encore aujourd'hui. De Gaulle, on l'aime ou pas, mais il faut reconnaître qu'il en avait dans le pantalon. Conscient que le Sénat et une bonne partie de l'Assemblée nationale seraient contre sa révision, il est passé par l'article 11 de la Constitution. Sauf que, à l'époque,
tous les modes de révision de la Constitution étaient intégrés à l'article 85 ou 89. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une sorte d'extension du domaine d'application de l'article 11. L'article 11 permettait au président de consulter le peuple sans le vote du Parlement sur tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Ça fait une énorme polémique à l'époque. C'est le seul exemple de motion de censure qui a été votée à l'encontre d'un gouvernement et qui, du coup, a entraîné la démission du ministre Pompidou. Bah alors, le seum pour la motion de censure des retraites. Donc malgré tout ça, le projet de loi va passer avec 62% de oui. Cette élection du président de la République au suffrage universel a fondamentalement changé les rapports de pouvoir. D'un régime à la base parlementaire, on va passer à un régime présidentialiste, sauf que, contrairement à un régime présidentiel, qui a été conçu comme un régime présidentiel, on ne va pas retrouver les moyens de contre-pouvoir classiques. D'ailleurs, Michel Debré, en désaccord avec De Gaulle sur ce point, va démissionner. Avec le suffrage universel direct, le président est élu par le peuple français, ce qui lui donne une légitimité démocratique directe et renforce son pouvoir. Le président étant élu par l'ensemble du corps électoral, il n'a plus besoin du soutien des partis pour obtenir les votes des grands électeurs. Et ce système de présidentialisation du régime, il va continuer. Dans les années 2000, un autre référendum sera effectué. Bon, celui-là par la voie classique de l'article 89. Et celui-ci viendra réduire le mandat du président à 5 ans. Parce qu'avant, on était à 7. Dans la dynastie Debré, je voudrais maintenant le fils. Semble pour moi énorme, mais qui a été voulu par tout le monde. Bon, lui, il était contre parce qu'il trouvait que 5 ans, c'était trop court pour faire des grosses réformes et qu'en France, on votait trop. Mais bon, on a bien vu qu'avec des coups de 49.3, les réformes, on peut les faire vite aussi. Hein. Donc, c'est pas vraiment ça la mer à boire. Le gros problème, c'est la même durée de mandat que l'Assemblée nationale. 2. La révision met le vote des membres de l'Assemblée nationale juste après le vote du président. Il sera en pratique très difficile de former une Assemblée nationale qui ne soit pas dans la direction politique du président. Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le président, quand il vient de sortir de l'élection, peut bénéficier d'une sorte d'effet de vague, qui se traduit par une forte mobilisation des électeurs pour lui et son parti. En clair, les électeurs vont voter aux législatives pour les candidats qui soutiennent le président. L'impact du calendrier électoral. Les élections législatives ayant lieu 1 mois après l'élection du président, les partis politiques peuvent choisir de se ranger derrière le président parce qu'ils estiment que c'est le meilleur moyen pour eux d'avoir des sièges. Troisième raison, le président peut également former ce qu'on appelle une coalition présidentielle. Cette coalition regroupe généralement le parti politique du président avec les partis politiques qui le soutiennent. La formation de la majorité présidentielle peut faciliter l'adoption de réformes importantes car en général le président peut compter sur le soutien de ses alliés au Parlement. Dernier truc, c'est la discipline de parti. En France, les partis politiques ont tendance à être plus disciplinés que dans d'autres pays. Les députés sont souvent élus en fonction du programme de leur parti politique et sont tenus de suivre les intentions de vote de leur parti politique. Donc cela peut naturellement conduire à ce que le président ait une majorité parlementaire plus stable. Bon, avec la situation actuelle et le discrédit qui est porté à notre gouvernement, certaines affirmations pourront peut-être être remises en question. Mais malgré tout, le parti de notre président comptabilise 165 sièges sur 577. Et là, on ne compte pas les autres partis qui vont voter en accord avec ces décisions. Enfin, dans la plupart du temps. Bon, dans cette vidéo, on va un peu squeezer les histoires de statut du président. Mais je voulais quand même dire qu'il était politiquement irresponsable, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun mode pour le faire démissionner pour des raisons politiques. Et en même temps, vu qu'à l'origine ça ne devait pas être une fonction politique, c'est un peu compréhensible. Bon, depuis 2008, Sarkozy a mis que le président peut s'exprimer devant le Parlement et rendre compte de son action, mais cette déclaration ne donne lieu à aucun vote ensuite du Parlement. Donc, c'est pas vraiment de la responsabilité politique. Alors, on va plutôt se concentrer sur quelles sont ses attributions. Elles sont de 2 ordres. Celles sans le contreseing du Premier ministre, c'est-à-dire que le Premier ministre n'a pas à signer également les documents, et celle avec contreseing du Premier ministre. Donc parmi les attributions sans contreseing, on va trouver la nomination du Premier ministre. Alors il y a la nomination du Premier ministre. Dans la lettre de la Constitution, l'article 8 est plus ou moins vague sur les conditions pour nommer le Premier ministre. Néanmoins, le gouvernement étant responsable devant le Parlement, le ministre doit être choisi dans une majorité parlementaire ou du moins être accepté par elle. Du coup, vu que la majorité parlementaire est souvent reliée au président depuis la réforme de 2000, il est très difficile d'imaginer un exemple de cohabitation entre un président et un Premier ministre qui ne serait pas du même bord politique que lui. Cette faculté de nomination a un corollaire, c'est celle de mettre fin aux fonctions. Le président met fin au mandat du Premier ministre en cas de démission du gouvernement. Le cas le plus fréquent nous vient de la tradition républicaine. Après les élections présidentielles
ou les élections législatives, le Premier ministre donne la lettre de démission du gouvernement au président. Mais on a aussi pu le voir après des élections locales. Souvenez-vous, Édouard Philippe qui avait donné sa lettre de démission après des élections locales un peu ratées. Mais ça reste très anecdotique. Alors, deuxième fonction, le président préside au Conseil des ministres. Alors, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui change quand il y a cohabitation, mais ce n'est pas le sujet tout de suite. Ensuite, il y a la possibilité de faire des référendums. Donc on a vu qu'il existait l'article 11 et l'article 89. L'article 11 permet au président, sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple un projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Si la proposition vient du gouvernement, ce dernier doit lancer une discussion sans vote à la fin devant chacune des assemblées. Notons ici que rien n'oblige le président à faire ce référendum si on lui propose. Alors, ensuite, l'article 89 qui, lui, vient spécifiquement viser les modes de révision de la Constitution. Selon la lettre de l'article, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition doit remplir des conditions de délai et être voté par les deux assemblées en termes identiques. Nous sommes beaucoup de juristes à penser que, selon la lettre de l'article 89, c'est le référendum qui devrait être utilisé pour réviser la Constitution, du moins en priorité. Parce que quand on lit la suite de l'article, il est dit que toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. Alors quand on réunit le congrès, le vote doit se faire à la majorité des 3/5 et non plus à la majorité absolue. Dans les faits, on va souvent passer par le congrès pour réviser la Constitution. Bah oui, parce que le peuple, cette masse grouillante, indisciplinée et qui ne sait pas voter, on ne peut pas trop la contrôler, on ne peut pas trop savoir ce qu'elle va voter. Alors que le Congrès, avec les systèmes de partis que je vous ai expliqués, c'est un peu plus facile. Je ne peux mettre au référendum que des choses qui relèvent, je ne veux pas être technique, mais de la loi ordinaire ou de la loi organique. Si c'est de niveau constitutionnel ce que vous me proposez, je ne peux pas le mettre au référendum. Ça m'est interdit par notre Constitution et le Conseil constitutionnel. Un président de la République qui nous mentirait ? Inconcevable, voyons. Ce n'est pas parce que monsieur est l'arbitre de la Constitution qu'il doit la connaître par cœur. Et ce n'est pas parce que monsieur a plein de sbires qui travaillent pour lui et qu'il a une bête de mémoire qu'il ne peut pas faire d'erreur. Troisième attribution, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Elle est notée à l'article 12 de la Constitution. Notons que par rapport aux anciennes républiques, son pouvoir est quasiment discrétionnaire. Il doit consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais leur avis ne saurait le lier de quelque façon que ce soit. Pareillement, le décret prononçant cette dissolution est insusceptible d'être remis en cause devant la justice. La seule limite à ce pouvoir, c'est qu'il ne peut pas reprononcer une dissolution dans l'année qui suit la dissolution qu'il vient de faire. Ouais, je sais, c'est maigre. Quatrième attribution, c'est le droit de message. Si le président a envie de parler aux assemblées, il peut. Et ils doivent l'écouter debout aussi. Et s'il n'y a pas de session, on en fait une extraordinaire. Cinquième attribution, le président peut nommer 3 sur 9 des juges constitutionnels, ainsi que le président. Il peut nommer qui il veut, ce qui fait que la plus haute instance judiciaire de la République était un peu raillée à l'étranger, parce que chez eux, en fait, ils ont des vrais juristes. Heureusement, depuis 2008, les nominations sont quand même contrôlées par la commission de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui peuvent rejeter les nominations, avec certaines conditions un peu restrictives. Et avant 2008, les présidents étaient de base membre de droit à vie du Conseil constitutionnel. Mais Sarko l'a enlevé. Je pensais jamais dire ça, mais merci Sarko. Toujours jugé du Conseil constitutionnel, il peut le saisir pour des questions de constitutionnalité des traités ou de lois ordinaires. Donc enfin, dernière grande capacité du président, c'est qu'en cas de crise grave et immédiate sur les institutions de la Ve République et d'interruption des pouvoirs constitutionnels, donc pas administratifs ou locaux, le président, après un avis du Conseil constitutionnel publié au journal officiel, peut prendre tout acte pour établir le fonctionnement normal des institutions sans se soucier des répartitions de compétences habituellement attribuées. Et dans les faits, il n'y a eu qu'une application de ce pouvoir. Donc là, on a survolé un petit peu toutes les compétences proprement présidentielles. Mais, comme je vous ai dit, il existe tout un ensemble d'actes qui vont devoir être contresignés par le Premier ministre ou
par le ministre responsable. C'est donc le gouvernement qui va être politiquement responsable pour le président, puisqu'il engage sa responsabilité devant le Parlement. Et c'est peut-être ce qui explique aussi que des fois on a des ministres ou des premiers ministres un peu fusibles jetables. Donc parmi les actes contresignés, on trouve notamment la nomination et la cessation des fonctions des membres du gouvernement. On va également trouver la promulgation de lois, de décrets et d'ordonnances. Alors, le président doit publier les lois qui lui sont soumises, mais il peut quand même demander une deuxième délibération. Il existe des doutes sur l'obligation du président de signer toutes les ordonnances. Mais vu qu'aujourd'hui, avoir un Premier ministre avec un avis différent du président, c'est un peu chaud, on va squeezer cette partie pour l'instant. Il y a aussi la nomination à certains postes importants. Alors, depuis la révision de 2008 par Sarko, le duo de l'exécutif a vu un peu ses libertés réduites en termes de nomination. En effet, les nominations ne peuvent intervenir qu'après l'avis des commissions permanentes compétentes dans chacune des assemblées. Bon, si les avis sont à plus de 3/5 négatifs, le président ne peut pas les nommer. Mais bon, le palier de 3/5, c'est parfois compliqué à obtenir. Sur certains postes, c'est quand même un peu compliqué de laisser un pouvoir quasi discrétionnaire à l'exécutif pour nommer. Alors, par exemple, si on prend la nomination des préfets, si un préfet nommé tout fraîchement par le président fait mener une perquisition totalement illégale sur les locaux d'une boîte de journalisme pour essayer d'étouffer une affaire qui concernait des membres du gouvernement, on serait peut-être en droit de se demander s'il n'y avait pas un petit souci d'indépendance. Cet exemple m'a l'air bien trop précis pour faire croire que je ne vise rien. Tant pis. En tant que policier avec un faux brassard, alors qu'on n'avait pas le droit de faire une manifestation. Deux derniers petits pour la route. Le président peut choisir quel sera le ministre qui défendra une révision constitutionnelle et devant quelle chambre elle sera défendue, ce qui montre bien son rôle prépondérant en matière de révision constitutionnelle. Et le petit dernier, c'est le droit de grâce individuelle. En gros, ça peut prendre la forme d'une réduction totale ou partielle d'une sanction pénale, ou bien en la transformation d'une peine de prison, par exemple, en travaux d'intérêt généraux. Ah, d'ailleurs, ça c'est moi qui vous le demande, mais si vous entendez un vieux vous dire à l'approche des élections présidentielles « Ouais, je vais pas payer mon amende parce qu'on sait jamais si jamais il nous blanchit », non, ce n'est plus possible depuis 2008. Les vieux, faut arrêter d'espérer ça, j'en peux plus d'entendre ça. Donc là, c'était un petit aperçu sommaire de pourquoi est-ce que le président est si fort en France. Ça sera nécessaire à une prochaine vidéo où je reviendrai un peu plus largement sur le gouvernement, parce que, comme dirait un ancien ministre qui a démissionné, et je cite, un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Parce que petit nota bene de fin de vidéo, si le président a eu des pouvoirs accrus, notamment sur le gouvernement, il faut aussi se rappeler que le gouvernement a des pouvoirs accrus par rapport aux républiques d'avant. On va donc voir dans une prochaine vidéo comment la Ve République a été pensée pour renforcer le gouvernement jusqu'à arriver dans les moments de dérives actuelles. Comme d'habitude, comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, on n'hésite pas à faire des commentaires si on veut que je revienne sur certains points, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec les trucs que je dis, ou si vous voulez lancer des débats, ça me ferait très plaisir. On n'hésite pas à donner de la force aussi, en s'abonnant, en partageant. Il y a le lien du Tipeee dans la description. Voilà, des bisous. 49 fois la haine, une loi vraiment bidon. On ouvre au pont des chèvres avec de gros moutons,